Alors pour ce midi, nous avons un invité tout à fait particulier, Monsieur le ministre Hervé de Charette, qui a écrit un livre très original, je dois dire. Il raconte, par le menu, un des rares grands succès de la diplomatie française depuis 1945. C'est-à-dire son rôle dans la paix, qui finit par intervenir, disons le cessez-le-feu pour être plus modeste, dans l'opération des raisins de la colère que Shimon Peres avait déclenchée contre le Liban au printemps 96 et qui a largement contribué, en fin de compte, à l'élection de Benjamin Netanyahou. Pour le jeune lecteur, j'en vois quelques-uns ici, ça me réjouit d'ailleurs, la lecture de ce livre pourra paraître surprenante, puisqu'on y voit un président de la République qui a une politique proche-orientale, ce qui est déjà assez rare, qui, deuxièmement, veut la mettre en œuvre sur le terrain, et en charge, à l'époque, son ministre des Affaires étrangères, et toute cette diplomatie est mobilisée pour obtenir un succès, c'est-à-dire affirmer le rôle, en l'occurrence décisif, de la France au service de la paix au Proche-Orient. Je précise que ce n'est pas un plaidoyer de Prodomo, même si, bien sûr, Hervé de Charette se met lui-même en scène, ce qui est bien normal. C'est surtout une analyse d'une page historique importante et du rôle des différents acteurs. Bon, la France, bien sûr, mais aussi Israël, le Liban, la Syrie, l'Union européenne, mais il faut le dire vite, et je dirais beaucoup les États-Unis, puisqu'au fond, je suis sûr que ce n'est pas un propos diplomatique, ni politiquement correct, mais c'était au fond votre principal obstacle dans cette shuttle diplomatie, comme disait le docteur Kissinger. Je cite une phrase, pas au hasard bien sûr, de votre livre. La relation franco-américaine était bien au cœur du débat. Et j'ajoute qu'elle va le rester, et même l'être encore plus avec l'aventure américaine en Irak, quelques années plus tard. On a donc bien un moment de face-à-face, Paris-Washington, qui va être un trait durable de la scène politique et diplomatique proche-orientale. J'ajoute, mais je laisserai Hervé de Charette dire ce qu'il en pense, évidemment, comme sur le reste d'ailleurs, j'ajoute qu'il y a certainement une actualité de cette expérience, même si aujourd'hui nous n'avons pas forcément les mêmes conditions que j'ai rappelées dans la situation présente. Alors Hervé de Charette est évidemment le mieux placé pour raconter cette page d'histoire diplomatique et politique, puisqu'il était à l'époque ministre des Affaires étrangères, en l'occurrence de 95 à 97. Il a aussi été ministre délégué à la fonction publique et au plan de 86 à 88 et ministre du logement de 93 à 95. Il est maître de requête au Conseil d'État. Il a été maire de Saint-Florent-le-Vieil de 89 à 2014 et député du Maine-et-Loire entre 88 et 2012. Voilà tout ce que je devais dire. Et maintenant, je vais lui passer la parole. Il connaît la règle du jeu, c'est-à-dire que vous avez, monsieur le ministre, une trentaine de minutes, une demi-heure pour présenter un peu le livre. Et puis ensuite, nous donnerons la parole à nos amis pour vous applaudir, vous critiquer, vous poser des questions, vous interpeller, bref, ce qu'ils voudront. Ce sera à vous d'y répondre. Merci, monsieur. Merci. Je préfère être debout parce que comme ça, on se voit. Je vous remercie, monsieur, de ce que vous avez dit. C'était très gentil, très élogieux. Et d'une certaine façon, vous me... C'est pas utile que je dise le micro.
Et donc, il est pas utile que je vous explique, au fond. Comment faire la captation vidéo? Peut-être pour nous, ça sera mieux si vous restez assis, si c'est Ah, possible. ça vous avez changé la donne. Est-ce que la captation vidéo a de l'importance pour vous? C'est des milliers de gens qui la voient. Alors à ceux du fond, je dis au revoir, mais vous m'entendre quand même. Voilà. Je me rassois. J'avais cru échapper. Vous voyez, j'avais bien vu votre affaire, mais bon, j'avais cru. Très bien. Alors, vous avez déjà dit pourquoi j'ai écrit ce livre. J'ai écrit ce livre parce qu'en effet, il s'agit d'un événement diplomatique très important, assez étrange, et dans lequel nous avons nous-mêmes, nous les acteurs, passé, volé de surprise en surprise, parce qu'au fond, on est parti un peu comme ça. Je ne vais pas tout vous raconter, parce que sinon, vous ne lirez pas le livre. Mais je voudrais, pour la demi-heure que vous voulez bien m'accorder, essayer de brosser un peu le cours de ces événements. D'abord, au fond, l'histoire commence le 4 novembre 1995 sur la place des rois d'Israël à Tel Aviv. Ce jour-là, il y a un grand meeting organisé par le Parti travailliste, dont le chef est Rabin, dont le numéro 2 est Shimon Peres, deux hommes profondément différents, qui ne s'aiment pas beaucoup, parce qu'ils ont toujours été rivaux et que leur tempérament font qu'ils ne s'entendent pas beaucoup, mais enfin, qui sont sur le même bateau. Et ce jour-là, pour la première fois, depuis les 3 ans qu'ils sont ensemble au gouvernement après les élections de 1992, ils s'embrassent dans un enthousiasme populaire formidable. Rabin, c'est l'homme qui a gagné la guerre des 6 jours. C'est l'homme qui a ensuite est entré dans la politique, comme souvent en Israël, les généraux, qui a gagné les élections de 1992 sur un sujet très important. Il a dit aux Israéliens, je vais changer les priorités nationales. Il ne faut pas oublier cette phrase, parce qu'elle est clé dans l'histoire d'Israël. Et en effet, il les a changés parce qu'il a organisé les négociations secrètes avec les Palestiniens, les accords d'Oslo, tout ce que vous connaissez tous très bien. Et donc cet événement de 1995, c'est un moment, comment dirais-je, formidable, pas seulement de l'histoire d'Israël, de l'histoire du Moyen-Orient. Malheureusement, il descend de la tribune et dans le brouhaha de la fin de ce meeting, un extrémiste, un jeune extrémiste de droite se précipite, tire 3 balles, il est mort. On le transporte en urgence à l'hôpital, il arrivera mort à l'hôpital. Et cette journée se termine de façon tragique. L'histoire d'Israël sera changée. J'ai été à l'enterrement de Rabin, à la cérémonie internationale. C'est un événement incroyable. Incroyable par l'émotion, évidemment, parce que quand un chef d'État de cette importance et de cette personnalité meurt sous les coups d'un assassin, on est tous émus, troublés, etc. Mais c'est un événement majeur parce qu'il y avait là 13 chefs d'État ou de gouvernement du monde arabe. 13. La Ligue arabe en comporte 22, plus de la moitié. Et une bonne partie d'entre eux n'avaient jamais mis les pieds à Tel Aviv ou en Israël de leur histoire. Ils venaient parce que c'était Rabin et parce que c'était sa disparition tragique. C'est un événement formidable. Et on ne raconte pas, mais c'est un moment, comment dirais-je, des moments inoubliables. La visite qu'a fait Arafat à Madame Rabin, parce que Arafat n'était pas là pour des raisons de sécurité, et quelques jours après, il est venu frapper à la porte de la résidence de Madame Rabin, caché en une tenue déguisée pour que personne ne le voie, pour toujours ces raisons de sécurité, et il est allé présenter ses condoléances à Madame Rabin. Ces événements sont formidables et quand on voit ce qui s'est passé après, on voit comme le temps a changé. Le nouveau Premier ministre, c'est donc Shimon Peres, et Shimon Peres, bon, il a
tout le monde pense que la politique va continuer comme avant, que le processus de paix va continuer. Mais Shimon Peres pense qu'il faut, comment dirais-je, légitimer ses nouvelles responsabilités, c'est justifié, et donc il organise des élections législatives anticipées. Elles sont fixées au 29 mai 1996. Tout le monde n'est pas pour la réélection de Shimon Peres, le monde entier est pour. Les Américains se mobilisent, il y a un sommet à Sharm el-Sheikh au mois de mars pour rassembler le plus possible de dirigeants du monde, et notamment ceux du monde arabe, pour faire en sorte que, comment dirais-je, la population israélienne voit qu'il faut absolument réélire Shimon Peres. Sauf qu'en face, il y a Netanyahou, c'est sa première apparition dans le paysage historique. On ne le connaît pas bien. Enfin, ce qu'on sait, c'est qu'il fait une campagne complètement sécuritaire. Pendant que l'un parle de la paix, l'autre parle de la sécurité. Pendant que Shimon Peres promet la paix pour demain, Netanyahou promet la sécurité pour aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est son thème de campagne. Monsieur le Premier ministre, c'est bien de nous parler de la paix dans un futur improbable, mais vous feriez mieux de vous occuper de la sécurité des Israéliens aujourd'hui. Et de fait, les mouvements hostiles au processus de paix avec Israël s'agitent. Le Hamas multiplie les attentats, et de son côté, le mouvement chiite Hezbollah en Israël organise des opérations militaires qui touchent non seulement les Israéliens. Vous savez que le sud libanais était occupé par l'armée israélienne depuis pas longtemps, depuis 1982, entre la rivière Litani et la frontière, c'est une quinzaine de kilomètres de profondeur, j'imagine à peu près. L'armée israélienne était installée là, avec une milice locale qui lui était complice. Mais ça n'empêchait pas, le Hezbollah était la force de résistance. C'est comme ça qu'elle s'exprimait. Et comme ça qu'elle était reconnue par une partie de la population, en tout cas au moins. Et elle faisait des opérations non seulement contre l'armée israélienne, mais aussi contre la population civile du nord d'Israël, et notamment une petite ville qui a laissé un nom, Shmona, et qui était régulièrement l'objet de tirs de Katyusha, c'est-à-dire des tirs de mortier, disons, il y a des mots que nous connaissons mieux, sur cette ville par le Hezbollah. Et c'est dans ces conditions que Shimon Peres, qui est à la fois harcelé, dont la politique est à la fois harcelée par Netanyahou, son opposant, et par les opérations du Hezbollah, décide de mener une opération militaire pour assurer la sécurité, montrer qu'il s'occupe de la sécurité. C'est ça la cause de l'opération lancée le 10 avril 1995. Voilà. Mon livre commence le 10 avril 1995, je m'empresse de vous le dire, je ne raconte pas toute cette période avant, mais c'est quand même, c'est là que ça commence. Alors le problème, c'était que pour la France, l'intervention israélienne au Liban, ça posait évidemment un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Nous, avec le président Chirac, et d'ailleurs aussi avec mon ami Denis Beauchard qui est ici, nous rentrions d'un voyage très important que nous avions fait la semaine précédente à Beyrouth et au Caire. C'était la première fois que le président de la République, élu depuis un an, lançait, si j'ose dire, devant l'université El-Azhar au Caire, la nouvelle politique arabe et méditerranéenne de la France. Mais nous nous étions d'abord arrêtés à Beyrouth, et là, le président de la République, devant le Parlement libanais, avait marqué l'importance particulière que la France attache au Liban. Nous sommes, a-t-il dit, attachés, nous sommes les défenseurs de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la sécurité du Liban. On arrive, on a dû rentrer le samedi ou le dimanche, je ne me souviens plus,
l'opération militaire israélienne commence le mercredi. Évidemment, on voit très bien que les Israéliens, au fond, n'avaient pas attaché d'importance aux déclarations du président français, ni en ce qui concerne le Liban, ni en ce qui concerne la volonté de la France désormais d'être présente au Moyen-Orient. Et les Américains non plus, visiblement. Et donc, nous, bon, c'est vrai qu'on était au début très embarrassés. Alors, bon, on a commencé par faire ce que font les responsables de la politique étrangère dans tant de circonstances. Le président a téléphoné à Clinton pour lui faire part de son émotion. J'ai appelé le ministre des Affaires étrangères, dont je vous parlerai dans un moment, M. Warren Christopher. On a appelé les Israéliens, aussi bien Chirac a appelé Shimon Peres, j'ai appelé Ehud Barak, dont le nom vous est peut-être aussi familier, qui était aussi un ancien militaire de haut rang et qui était ministre des Affaires étrangères avant d'être Premier ministre par la suite, etc. Et tout ceci c'est des phrases et ça n'a pas beaucoup d'effet. Or, le fait que nous ayons 3 jours avant l'offensive israélienne abattu nos cartes concernant la volonté de la politique étrangère, la volonté nouvelle d'avoir une politique arabe et méditerranéenne, et notre priorité libanaise rendait impossible qu'on en reste là. C'est comme ça que finalement, le dimanche, après que Chirac ait rencontré le Premier ministre Hariri, Premier ministre libanais, il décida de m'envoyer sur place. Bon, pourquoi faire? Quel état d'esprit? La consigne du président était ferme, comme d'habitude, Chirac n'était pas un mot. Sa consigne était ferme, mais sa feuille de route n'était pas très précise. Dans la voiture qui m'emmène le lendemain matin à Villacoublay, prendre un avion pour aller à Tel Aviv, première étape que nous avions choisie, je reçois un coup de fil de Giscard. Je ne raconterai pas ça parce que ce serait pas gentil, mais dans les voitures à l'époque, il y avait des téléphones. Il n'y en a plus, on a des portables, mais il y avait des téléphones. Donc, dans la voiture, ça sonne et j'ai M. Giscard d'Estaing au téléphone qui me dit « Mais enfin, Hervé, qu'est-ce qui vous prend ? J'apprends que vous partez au Moyen-Orient. » Alors, je lui explique, ce qu'il savait parfaitement d'ailleurs, qu'il m'était informé. Et nous n'avons pas d'intérêt majeur dans cette région. Alors voilà, je lui dis, vous savez, Monsieur le Président, je suis en voiture, je pars, je ne vois pas bien comment je fais demi-tour aujourd'hui. Au moins, dites que vous y allez pour une mission d'information. Et ce truc-là me trotte dans la tête, dans l'avion, 3h30 ou 4h pour aller à Beyrouth. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Parce qu'au fond, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire. Avec Chirac, on savait qu'il fallait faire quelque chose, mais quoi donc? On ne savait pas trop. Et donc, arrivé à Tel Aviv, je me dis, il faut peut-être prudent. Et donc, à la presse qui était là, je dis, je viens pour une mission d'information. Une demi-heure après, le téléphone sonne. Toujours le même. Non, mais Hervé, ça ne va pas. Je ne t'ai pas envoyé pour une mission d'information. Mais non, il faut absolument obtenir des résultats. Bon, Monsieur le Président, enfin bref, la mission d'information n'a pas duré plus d'une demi-heure. Et voilà, donc au fond, nous partions avec à la fois une grande détermination, mais aussi beaucoup d'incertitude. Et nous avions, au fond, carte blanche pour faire ce que nous voulions. Ce qui était certain, c'est que les liens d'Hariri avec le président de la République faisaient que, voilà. Je dis au passage qu'Hariri s'est beaucoup agité, il a fait beaucoup pour convaincre la planète entière des malheurs du Liban. Ceci étant, les autorités libanaises n'avaient aucune influence sur le cours des événements. Alors, si je veux résumer maintenant rapidement ce périple, maintenant que vous savez pourquoi on est parti comme ça, au fond, avec à la fois l'idée qu'il fallait faire quelque chose, mais diable, qu'est-ce qu'on va faire? Je peux encore ajouter que
on n'a pas été très bien reçus dans notre première étape. Nous avions choisi d'aller à Tel Aviv pour commencer. Nous avions projeté que ce qu'on savait qu'on allait faire, c'était Tel Aviv, Beyrouth, Damas. Pourquoi Damas? Parce que on savait bien que tout se décidait à Damas, que tout allait se jouer à Damas. Mais à Tel Aviv, Shimon Peres et Ehud Barak nous ont reçus avec courtoisie, mais avec les avertissements appropriés. Et les avertissements appropriés, c'était, au fond, deux choses très simples. Nous voulons détruire le Hezbollah. La milice libanaise, il faut qu'elle soit détruite. Il y aura un autre moment, Shimon Peres m'a dit, nous avons le temps, nous avons 10 ans devant nous s'il le faut, tout le temps qu'il faudra, elle sera détruite. Deuxièmement, les Israéliens pensaient qu'il appartenait au gouvernement libanais de prendre le contrôle du Hezbollah. C'était sa responsabilité. Il était chez lui, ça se passait chez lui, et il n'avait qu'à prendre la responsabilité, ignorant, j'allais dire grossièrement, la situation des autorités libanaises, la situation politique du Liban, où le Hezbollah, déjà à l'époque et encore maintenant, a une souveraineté propre auquel les autres ne peuvent rien faire. Et d'ailleurs, Hariri a tout de suite déclaré que le gouvernement libanais soutenait, apportait son soutien au Hezbollah. Ce qu'il pouvait, à mon avis, faire de mieux. Et enfin, Shimon Peres nous a très vite averti qu'en toute hypothèse, il n'y avait pas la France ne pouvait pas jouer de rôle de médiateur. Ce rôle-là, il appartenait, le cas échéant, aux Américains et à personne d'autre. C'est la thèse dite sur place du canal unique. Il n'y a qu'un seul canal que Israël accepte pour toute discussion internationale intéressante sur l'avenir, ce sont les États-Unis. Point. À la ligne. Donc nous étions en trop, donc on avait compris ça. Shimon Peres a été, à la différence du secrétaire d'État américain, il a été courtois, il a été toujours courtois, mais pas toujours aimable. Je ne sais pas si on peut faire des distinctions. Voilà. Ça a commencé convenablement, ça s'est gratté au milieu, et à la fin, on a partagé, tout à fait à la fin, quand on est revenu, on s'est arrêté quand même en Israël pour s'assurer qu'on n'était pas complètement trop de problèmes avec les Israéliens. C'était le jour de Shabbat et Shimon Peres nous a invité, notre délégation et moi, à aller partager chez lui, dans sa maison, le vin du Golan. Le Golan était peut-être une allusion, en tout cas, on a partagé un coup de rouge, ça nous a fait du bien. Hein. Et c'est là d'ailleurs qu'il. Très très bon. Mais il est pas mal du tout. Oui. Et c'est un territoire occupé. Et il a déclaré, il nous a fait cette déclaration, j'ai pas oublié, pardon. Il a dit, Monsieur Tcharet, vous venez de remporter la plus grande victoire diplomatique française au Moyen-Orient depuis 1945. Bon, c'était sympathique. Donc merci beaucoup. La crise a duré une quinzaine de jours. Nous sommes restés du 15 avril au 27 avril. Nous sommes restés 13 jours pleins, donc 2 semaines si vous voulez. Il y a eu 2 périodes. Une première période, on a fait notre tour, c'est un travail diplomatique classique, rien à en dire, sauf que, au fond, tout le monde nous regardait en disant est-ce que c'est du lard ou du cochon? Je ne sais pas si on emploie ces mots-là en territoire musulman, naturellement, mais bon, on s'est demandé qu'est-ce que viennent faire les Français? Qu'est-ce que vient faire le ministre des Affaires étrangères français dans cette affaire? Il n'y avait jamais eu aucune intervention, participation française à un événement fort concernant les incidents d'Israël avec ses voisins. Ça ne s'était jamais produit. Donc il n'y avait pas d'expérience, pas d'habitude, bien au contraire.
Au fond, tout le monde pensait que j'allais repartir. On ne savait pas très bien comment. Mais bon, à Paris, d'ailleurs, bon, à Paris, tout le monde ne trouvait pas que l'idée était géniale. Il y avait des critiques dans la presse ou des murmures dans les cabinets ministériels. Faudrait que Charette revienne. Ça ne peut pas marcher, ce truc-là. Et voilà, donc le début était comme ça. Deux événements se sont produits qui ont changé la donne. Le premier, le plus modeste, c'est que à la fin d'une conférence de presse que j'avais faite à Beyrouth, le 17 avril, 2 jours après notre arrivée, et après avoir vu à peu près tout le monde, j'ai déclaré que je ne rentrerai à Paris que lorsque nous aurions obtenu un cessez-le-feu durable. Bon, en vrai, je n'avais pas beaucoup parlé avec l'équipe qui m'accompagnait. On était parti, une petite équipe, un petit avion, une petite équipe, mais de grande qualité. C'est-à-dire le directeur d'ANMO, Denis Beauchard, qui est ici, qui est devenu ensuite, et en conséquence d'ailleurs, mon directeur de cabinet, son adjoint Stéphane Gompertz, qui était chargé à ANMO, était sous-directeur chargé du secteur, Yves Doutrillo, qui était porte-parole adjoint du Quai d'Orsay, et puis André Parent, qui était un garçon qui a fait très bien de carrière depuis lors, mais qui à l'époque était conseiller technique à mon cabinet, chargé des questions de la Méditerranée, du monde arabe, etc. Une interprète, un officier de police. C'était une équipe très ramassée. Et donc, je n'avais pas beaucoup parlé de ça. Et quand je suis sorti de la conférence de presse, Denis Beauchard, ici présent, m'a dit « Monsieur le ministre, je ne sais pas si vous vous êtes bien rendu compte de ce que vous avez dit, mais c'est quand même assez risqué. » Je lui ai dit « de toute façon, si ça ne marche pas, vous m'arrêterez à Saint-Florent-le-Vieil et vous rentrerez à Paris. » Parce que je voyais bien, vous voyez, c'était une opération que Chirac avait lancée. Si ça marchait, c'était un succès pour lui. Si ça ratait, c'était de la faute des ministres. C'était comme ça, en fait. C'était pas qu'il l'ait fait volontairement, mais c'était forcément les éléments du jeu. Donc j'ai dit, je ne partirai que quand, etc. Mais l'événement le plus important, l'événement qui a bouleversé tout, c'est que le 18 avril, en début d'après-midi, il y a eu un tir d'artillerie israélien sur des réfugiés, sur un camp de la Finule, installé à Cana, où les réfugiés s'étaient installés, parce que les Israéliens, non seulement ils arrosaient tout le Liban, mais en même temps, ils poussaient la population, ils envoyaient des messages pour que la population quitte les villages, pour isoler le Hezbollah et pouvoir mieux le détruire. Et donc, il y avait 400 000 habitants du Sud qui étaient sur les routes, mais un certain nombre étaient réfugiés dans les camps de la Finule. Et ce camp de la Finule, le Cana, a été donc l'objet d'un tir d'artillerie nourri, qui a fait centaines de morts, un peu plus de 100 morts, quelques soldats fidjiens, mais surtout 100 morts des réfugiés, des hommes, des femmes, des enfants. C'est tragique. Voilà. Et ça a changé la donne parce que, à partir de ce moment-là, tout ce qu'avait raconté le Premier ministre israélien ne tenait plus. Faire la guerre pendant 10 ans au Hezbollah, c'était pas vrai. Ça n'avait sans doute jamais été vrai. Et voilà, et à partir de ce moment-là, donc, on a recherché un arrangement. L'affaire était compliquée parce que, je vais m'en arrêter là, mais l'affaire était très compliquée parce que on était sous le coup, comment dirais-je, de situations difficiles à démêler. Premièrement, les Israéliens, à partir du 18 juillet, ont commencé à comprendre qu'il fallait sortir de la crise. Mais comment ? À quelles conditions ? On leur a proposé un cessez-le-feu immédiat, évidemment ils l'ont refusé, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Les Américains, qui jusqu'à présent n'intervenaient pas, nous étions tout seuls, enfin, tout ce que je vous avais décrit jusqu'à présent, nous étions tout seuls, personne d'autre que nous. C'était d'ailleurs très confortable, ça nous allait bien. Mais enfin bref, on disait aux Américains, voilà, Chirac avait tiré la manche de Bill Clinton à un sommet que j'avais moi séché, j'ai envoyé ailleurs,
à Moscou pour lui dire faut que tu envoies Warren Christopher voir Charette. Warren Christopher n'avait pas du tout envie de voir Charette. Et donc, finalement, donc, à partir du 18, ça change tout. Les Américains viennent. D'ailleurs, les Russes, les Européens. On ne va pas en parler là, mais si vous m'interrogez, je vous dirai ce qu'ils ont fait. Ce sera vite fait. Ils sont tous venus faire un tour. Mais nous, on était sur le terrain. Nous avions, dès le 17, rendu public un projet d'arrangement qui fournissait des réponses à toutes les questions et qui a servi de base à toutes les réflexions futures, à tout le monde. Mais nous étions dans une situation où les Américains, Warren Christopher est arrivé finalement, au bout de quelques jours, mais ils ne voulaient pas parler avec nous, ils voulaient seuls assurer le contrôle des choses. Il y a eu quelque chose qui m'avait d'ailleurs échappé parce que je n'avais pas été informé. Quand j'ai lu les mémoires de Chirac, il raconte qu'il avait reçu un message venant du président américain, en tout cas venant des États-Unis, lui disant que les États-Unis étaient d'accord pour reconnaître le rôle particulier de la France au Liban, mais que si le ministre français voulait se mêler des discussions avec la Syrie, alors le secrétaire d'État américain serait féroce. Féroce dans le texte. En américain, naturellement. Et ça, je n'ai jamais eu ce message. Je l'ai lu dans les mémoires de Chirac. Mais par contre, la férocité, nous l'avons vue. Et on a vite compris que Warren Christopher refuserait tout contact, absolument tout contact. Le seul contact qu'on a eu, c'est avec Mme Agnelli, parce qu'elle était, l'Italie présidait l'Union européenne pendant ce semestre-là. Mme Agnelli est venue, c'est une femme que j'aimais beaucoup, mais bon, elle était un peu changeante. Et donc, avec Mme Agnelli, nous avons été reçus à l'ambassade américaine de Syrie, dans un espèce de bunker à l'abri des écoutes, où il faisait une chaleur épouvantable, et où Christopher était de mauvaise humeur. Je crois que c'est nous qui le rendions de mauvaise humeur, plus précisément moi, qui le rendait de mauvaise humeur. Et donc, on n'a rien pu échanger. Ça a duré une demi-heure, et encore en comptant les bonjours et les bonsoirs, parce qu'il y avait une opposition ferme, déterminée des Américains à avoir quelque contact que ce soit avec les Français, qui étaient donc marginalisés. Ça n'empêche que c'est nous qui avons joué les deux rôles vraiment importants. Premièrement, parce que nous étions là les premiers, nous avons fait des propositions qui ont été les clés de la sortie de la crise, et par ailleurs, avec la Syrie et avec l'Iran, nous avons noué des contacts. Le contact avec l'Iran était tout à fait intéressant et original parce qu'on n'avait pas beaucoup de contacts avec l'Iran. Et je ne connaissais pas le ministre iranien des Affaires étrangères. Il est venu à Damas. Le Hezbollah, comment dirais-je, c'est une milice iranienne, une milice dépendante de l'Iran de façon extraordinairement étroite. Et donc, voilà, à l'ambassade de France, nous avons discuté longuement, 2 fois, avec M. Ali Velayati, qui est aujourd'hui le conseiller diplomatique du guide, donc qui est toujours un poste très important. Et c'est avec lui que nous avons obtenu l'assurance que le Hezbollah allait accepter ce qui était la condition de la sortie de la crise honorable, c'était qu'il s'engage à ne plus envoyer de tirs sur la population dans le nord d'Israël, avec des contreparties, et notamment le fait que les Israéliens eux-mêmes s'engageaient à respecter, protéger les civils libanais dans les villages du sud, notamment, y compris lorsqu'il y a soupçon qu'il y a des miliciens du Hezbollah dans ces villages. Donc il y a eu un marché. Ce marché, c'est nous qui l'avons négocié, nous qui l'avons discuté.
avec les Iraniens et avec les Syriens. Voilà le fond du débat. Alors, bon, du côté américain, au fond, ce que nous avons fait, il faut que je vous le concède, c'est très important, nous avons laissé les Américains tenir la plume. Puisque nous n'avions aucun contact, on aurait pu s'économiser toutes ces querelles, c'est ridicule. Hein. On aurait pu se mettre autour d'une table, les Américains et nous, et les Israéliens, et écrire l'accord. C'était tout à fait faisable. Et je ne vois pas bien en quoi ça aurait porté à tort à la diplomatie américaine, hein. Sauf que, et israélienne. Sauf que, évidemment, c'était une mise en cause du canal unique. Voilà. Bon, voilà. Donc, on a laissé les Américains prendre la plume. Mais dans leur comportement, ils se comportaient comme s'ils étaient les ambassadeurs des Israéliens. Leur projet, c'était les demandes israéliennes. En d'autres temps, on aurait pu dire, au fond, le secrétaire d'État américain était le petit télégraphiste des Israéliens. Donc, c'était pas... c'est comme ça. Nous avons toujours veillé, au contraire, à avoir ce que j'avais qualifié de la politique du milieu de la route. C'est-à-dire que nous voulions que nos propositions tiennent compte des intérêts des Israéliens comme des intérêts des Libanais. Et finalement, c'est ça qui a servi de base à l'accord tel qu'il a été fait. Voilà, je été sûrement déjà trop long, je voudrais m'arrêter là. Et puis, c'est un moment ou l'autre, je vous dirai ce que je pense de l'actualité de cet événement. Merci beaucoup, c'était tout à fait passionnant. J'ajoute pour que chacun se précipite sur le livre, que le livre raconte aussi d'une manière assez truculente cet épisode, et qu'il comporte quelque chose de très important qui valide votre analyse, c'est les textes. Donc on peut dans votre livre comparer le premier texte français et le texte final de l'accord. Et on voit bien combien le texte français a nourri l'accord tel qu'il est ressorti le 26 avril 1996. Si vous avez des questions, c'est à vous. Vous attendez surtout d'avoir le micro, parce que sinon, pour la vidéo, ce ne sera pas compréhensible. Donc il y a monsieur ici, monsieur là, et encore un monsieur. Il n'y a que des messieurs. Voilà. Je vous en prie. Oui, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la portée des propos de M. Pérez lorsqu'il vous reçoit à son domicile. Vous disiez à la suite de l'entrevue très brève de votre arrivée, en disant c'est le premier succès diplomatique de la France. Alors, je me suis mal expliqué. Quel était le sens de ces propos? propos? Oui, je me suis mal expliqué. Parce que je vous ai raconté la fin de l'exercice. Notre entrevue initiale avec Stéphane Pérez, ce n'était pas du tout une entrevue brève. On était très bien sûr, on a travaillé, etc. Mais cette phrase aimable qu'il a faite, c'est tout à fait à la fin de l'exercice. Quand tout a été terminé, quand tout a été signé, enfin pas signé, mais quand tout a été publié, etc., nous avons décidé, avant de rentrer à Paris, de passer par Tel Aviv, d'aller voir, et Jérusalem, d'aller voir nos interlocuteurs israéliens, de façon à, comment dirais-je, à mettre l'huile nécessaire dans les rouages pour qu'on ne parte pas de mauvaise humeur les uns et les autres. Ils n'étaient pas d'ailleurs. Hein. Ils ont été assez habiles dans cet exercice. Et c'est là qu'on a eu... voilà. Monsieur. Merci. Oui. Oui, monsieur le ministre, d'abord, je suis Lucien Champenois, j'ai été conseiller pour les affaires religieuses du ministère, notamment lorsque vous étiez ministre, et actuellement vice-président de l'association pour Jérusalem. Alors, ma question est la suivante, elle porte peut-être justement sur la deuxième partie de votre exposé, c'est-à-dire le commentaire des événements actuels par rapport à votre expérience de l'époque. Richard Labévière a fait paraître il y a quelques années un livre appelé Le Grand Retournement de Bagdad à Beyrouth, où il décrit une inflexion de la politique française au Proche-Orient aussitôt après la déclaration de Dominique de Villepin aux Nations Unies, s'opposant avec détermination à l'intervention américaine en Irak. Mais ce livre met en relief le fait qu'aussitôt après, il
il y a eu une espèce de repli inexplicable, selon la Bélière, de la politique française, qui a fait que Chirac est rentré à ce moment-là dans les vues des Américains, notamment avec la résolution 1559 des Nations Unies, qui concernait uniquement le Liban et prévoyait le désarmement ou la neutralisation des milices, et n'exigeait absolument rien en contrepartie d'Israël. Comment voyez-vous cette inflexion de la politique française dans les années 2003 Mais oui, vous savez, je ne connais pas les raisons pour lesquelles le président de la République française de l'époque a agi ainsi. Mais comment dire, ce qui est vrai, c'est que la relation franco-américaine, au fond, elle est ambiguë en permanence. Et, comment dire, dans le cas d'espèce, moi je vous parle de mon expérience et je vous parlerai ensuite de celle de Villepin. Dans ce que nous avons fait, on a bien vu quand même deux choses. La première, c'est que, bon, on était bien content du résultat. Merci à l'équipe qui l'avait fait. Et qu'en même temps, évidemment, les Américains, du coup, n'étaient pas contents. L'ambassadrice à l'époque, c'était Mme Harriman. Elle avait ses entrées à l'Élysée. Et bon, elle avait fait beaucoup d'efforts pour essayer de mettre un terme à cette mission française. Voilà, une fois que c'est fait, bon, il y a ce mélange-là, on est content, mais après ça, on est un peu fâché avec les Américains. Villepin, c'est pareil. Villepin est allé faire un numéro à l'ONU, beaucoup plus à Paris, je veux dire dans l'opinion publique française. Bon, en même temps, ça a profondément agacé les Américains. Donc après ça, on a fait pendant 3 ans, l'ambassadeur de France là-bas a fait une campagne assidue pour essayer de mettre un terme au French bashing. Voilà. Et bon, il avait pour ça les instructions appropriées. Il fallait essayer de rétablir les relations. Autrement, le seul qui a eu la détermination de ce qu'il faisait, c'était le général de Gaulle. Quand il a quitté l'Alliance Atlantique, c'est comme ça. Ça ne l'a pas ému particulièrement. Il y a dans la politique française, de ce point de vue, un aller-retour, on fait un coup, puis après ça, on se demande, on s'affole soi-même des risques qu'on a pris. Enfin, oui, je sais que c'est bien ça. Hein. Et cette ambiguïté, elle continue de la même façon, c'est même plutôt aggravé, puisque maintenant, on est un peu trop dedans. Bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais la question est quand même posée. Il y avait une troisième question par là. Monsieur le ministre, je reviens à l'opération elle-même qui est le cœur de votre ouvrage. Est-ce que dans votre travail diplomatique, vous avez rencontré directement des responsables du Hezbollah ou uniquement les Syriens et les Iraniens qui parlent, qui j'imagine, négocient en leur nom? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, peut-être un peu plus factuelle, enfin, ou d'ailleurs peut-être pas. Considérez-vous, avec le recul, que la seule raison, la raison principale de l'opération décidée par Israël, ce sont des raisons de politique intérieure dans cette compétition électorale contre le candidat Netanyahou ou pas? Ou alors il y a d'autres raisons qui ont fait qu'Israël a lancé cette opération contre le Hezbollah? Alors sur le premier point, non. Je n'ai pas rencontré les dirigeants du Hezbollah dans cette circonstance. Par contre, nous avions des canaux. Oui, bien sûr, on avait des canaux. Mais non. Donc la discussion, elle était clairement avec M. Velayati et avec le président syrien. Sur le deuxième point, non, je pense que c'était vraiment un sujet de politique intérieure. Oui, je ne vous l'ai pas dit encore, mais Shimon Peres a été battu aux élections. Et comment est-ce qu'il a été battu? Il a été battu parce que les Arabes israéliens
qui avaient l'habitude de voter travailliste. C'était pour eux sûrement le moindre mal possible. Sont restés chez eux. Parce que, en raison des reproches qu'ils faisaient à Israël, des mauvais traitements infligés à leurs frères libanais. C'est bien compréhensible. Donc il a perdu les élections. Et en effet, ça vous montre ça montre qu'à partir de la mort de Rabin, le verre était dans le fruit, qu'en réalité le processus de paix était perdu. Parce qu'on ne peut pas faire à la fois la paix et la guerre. Il faut choisir. Il faut choisir une politique. Voilà, alors je ne dis pas que ce soit simple pour Shimon Peres qui était dans des conditions très difficiles. Et voilà, c'est comme ça. Je voudrais rajouter un tout petit peu sur Shimon Peres en vous questionnant, parce que c'est un point sur lequel je n'ai pas été complètement convaincu par ce que vous écrivez. Oui, il faut... Voilà, je n'ai pas été complètement convaincu par ce que vous écrivez sur Shimon Peres, parce que peu après, quelques jours après l'assassinat de Rabin, Peres a plusieurs dizaines de points d'avance dans les sondages sur Netanyahou. Plusieurs dizaines, je crois 46 ou 47 de mémoire. Il n'y a aucun attentat du Hamas entre l'assassinat de Rabin et janvier 1996. Exact. Or, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Une chose très importante, qu'il a reconnue d'ailleurs finalement, après des années de silence. Il donne au service secret israélien l'autorisation d'assassiner celui qu'on appelle l'ingénieur du Hamas, qui s'appelle Yahya Ayash. Et c'est cet assassinat, particulièrement brutal, c'est le portable qui explose, c'est cet assassinat qui provoque, en représailles, des attentats du Hamas qui provoquent, etc. C'est-à-dire, l'engrenage ne naît pas d'une suite de circonstances non maîtrisées, à mon avis, enfin à ma connaissance, mais il naît d'une erreur majeure de Shimon Peres, qui est d'avoir autorisé cet assassinat qui a relancé la mécanique terrorisme, répression, etc. Je n'ai rien à dire à ce que vous avez dit, je suis d'accord sur tout ça. Comment dirais-je, le fait que les attentats aient repris du côté du Hamas, vous en avez expliqué les origines, c'est parfait. Mais ça conforte ce que je vous disais, en tout cas, sur le fait que Shimon Peres, il avait une vision probablement assez différente des choses que Rabin. Rabin, c'était vraiment l'homme de la paix. Il voulait vraiment la paix. Il avait une stratégie. Nous allons changer les priorités nationales. Et vous voyez, quand on parle de l'actualité de ces événements, nous voyons bien qu'aujourd'hui, il faudrait, en effet encore, c'est plus urgent que jamais, mais ça fait 20 ans que ça dure, que Israël change ses priorités. Ce n'est pas qu'il renonce à être lui-même, il faut qu'il change ses priorités. Est-ce qu'il y aura un successeur à Rabin? C'est ça la question. Ça n'en prend pas de chemin, mais c'était ça. Et je crois, Peres, c'était plus compliqué, c'était probablement plus ambigu dans sa tête. Le fait est que parmi les premières décisions qu'il prend, il y a celle que vous venez d'évoquer, et il y a celle d'aller se taper le Hezbollah. Est-ce que, je ne veux pas, comment dirais-je, mettre en cause sans expliquer, évidemment, Shimon Peres était en face d'un problème très difficile. Parce qu'au fond, ni le Hamas, ni le Hezbollah ne voulaient vraiment la paix. En tout cas, je peux vous dire que les Syriens, pour eux, pour Assad, s'il y avait eu un accord entre les Palestiniens et Israël, avant que la Syrie réglait ses problèmes, la Syrie était dans les choux. Et donc, pour Hafez el-Assad, il était très important que le processus de paix israélo-palestinien ne lui passe pas sous le nez. De même que, me semble-t-il, au milieu de cette crise, une des questions qui se posaient du côté syrien et du côté iranien, et qui ont naturellement joué dans le sens que nous souhaitions, c'est qu'ils ne souhaitaient pas l'écrasement du Hezbollah. Il ne fallait pas que l'armée israélienne
poursuivre l'écrasement du Hezbollah. Donc il y a un moment où il fallait lever le pied. Je crois que ça s'est passé aussi comme ça de leur point de vue. Il fallait, de leur part, Syriens et Iraniens, il fallait lever le pied et préserver l'avenir du Hezbollah. C'est un des éléments de solution de la crise, je le pense. D'autres questions, d'autres remarques? Madame, oui. Vous avez évoqué le discours de Pérez, le fait qu'il ait dit nous battrons pendant 10 ans contre le Hezbollah. 10 ans plus tard, effectivement, en 2006, Israël relance la guerre contre le Hezbollah. Et le président Chirac, je crois, était encore au pouvoir. Vous n'étiez plus ministre des Affaires étrangères. Avez-vous suivi Ça changeait tout. Exactement. Mais exactement, c'était une guerre désastreuse. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec, évidemment, le rôle absent de la France à cette époque? Hariri avait été assassiné 1 an plus tôt, en 2005 aussi. Donc, est-ce que vous avez un peu réfléchi sur ce parallèle? Est-ce que 10 ans plus tard, les données étaient complètement différentes? Israël s'était retiré du Liban aussi, il ne faut pas oublier, en l'an 2000. Mais une offensive désastreuse, infiniment plus coûteuse et certainement un grand échec israélien puisque le Hezbollah en est sorti renforcé. Alors, deux ou trois choses. D'abord, c'est vrai que je ne voulais pas j'ai un peu raccourci mon exposé in fine, j'avais peur d'être trop long, mais à la fin de la crise, l'accord se fait sur les éléments que nous avions proposés d'entrée de jeu. Premièrement, il faut un accord écrit. Il n'est pas signé parce qu'ils ne peuvent pas signer ensemble. Hein. Enfin, il faut un accord écrit qui engage. Deuxièmement, il doit comporter l'engagement que les Syriens, pardon, je m'afouille, que le Hezbollah ne s'en prendra plus à la population civile du nord d'Israël, en contrepartie de quoi les Israéliens s'engagent à ménager la population civile libanaise du Sud-Liban. Et, dernier point, il faut qu'il y ait un arbitre, donc il faut un comité, un organisme pour veiller, pour surveiller la mise en œuvre, la mise en application de cet accord, qui comprendra des représentants des 2 pays concernés, le Liban et Israël, mais aussi la Syrie et des États garants. Et nous avons proposé d'entrée de jeu que ces États garants, ce seraient les États-Unis, la France et tout autre. Voilà. Donc, on avait bien élaboré un document, et c'est ça, sur cette base-là que l'accord s'est fait, qui a été une grande réussite. Parce qu'il faut dire à ce stade que pendant les années qui ont suivi, l'accord, sur le moment, pas grand monde n'a misé sur cet accord. On a pensé que c'est comme d'habitude dans la région. Hein. Cet accord durerait ce qui durerait. Et bien en fait, non, il a très bien marché. Le groupe de surveillance, le comité de surveillance est installé à Chypre. Il y avait, tout ça a bien fonctionné. Il était présidé par les Français, présidé par les Américains, 6 mois les uns, 4 mois les uns, je sais plus, et 4 mois les autres. Bref, nous avions tout négocié jusqu'au bout, non sans peine. Je vous passe l'énergie qu'il a fallu développer, parce que les Américains n'avaient qu'une seule idée, c'est que les Français ne soient pas dans l'accord. C'était insupportable. Et la mise en œuvre de l'accord a été tout à fait remarquable. C'est-à-dire qu'on a connu 4 ans de presque paix. Pas tout à fait, mais enfin, il y a eu peu d'incidents. Et chaque fois qu'il y avait un incident, il y avait, le comité se réunissait, ils discutaient entre eux, et puis ils faisaient finalement un communiqué de la présidence du comité qui disait c'est la faute d'un tel. Voilà. Donc c'était vraiment, ça a très bien marché. C'est comme ça d'ailleurs que Israël s'est retiré en 2000, parce qu'il n'y avait plus de raison d'être là. Il s'est retiré du Sud-Liban, parce que il a bien vu que décidément cette présence au Sud-Liban ne servait plus à rien. N'avait jamais d'ailleurs servi à rien. Alors ensuite, que je vous dise, le Hezbollah,
le, le Hezbollah n'a jamais cessé d'accroître son influence dans la région. Jamais. Et il est devenu une force majeure, pas simplement une force politique importante au Liban, ce qui est vrai, qui est au pouvoir, assez largement, ou qui empêche aussi, actuellement. Mais c'est en même temps une force militaire qui s'est imposée dans la région, où il n'y en a pas tellement. Je ne sais pas si on peut dire que c'est devenu la première force militaire du Levant. On n'en est pas loin. Voilà, alors, bon, en même temps, puisque vous me demandez pourquoi est-ce qu'après ça on n'est pas intervenu, c'était indifférent, mais surtout, je reconnais devant vous, bien modestement, que tirer parti des succès diplomatiques n'est pas si simple. Une fois qu'on a eu gagné ce défi, on l'avait gagné parce qu'on avait établi des relations, nous avions notre délégation, avec nos partenaires syriens, nos partenaires iraniens, et ben, on peut le dire aussi avec nos amis israéliens, mais israéliens, on avait des contacts, on était en liaison très fréquente, c'est une autre nature. Avec les Syriens, on n'avait plus de relation avec les Syriens, presque pas, minimum. En 10 jours, on a construit une relation de confiance entre le président Hafez el-Assad et moi. Et par conséquent, avec le président de la République française, qu'il a eu plusieurs fois à l'appareil, etc. Voilà. Et de la même façon, avec les Iraniens, une relation assez difficile, eh bien, nous avions, dans ce moment-là, établi une relation de proximité. En 2014, j'ai reçu une lettre de M. Belayati. J'ai dit qu'il était conseiller diplomatique du guide. Et il m'a écrit pour me dire, je voudrais bien vous voir, voilà. C'est une lettre très aimable, je ne suis pas habitué à ce qu'il m'écrive, et qui m'a fait parvenir par les canaux de l'ambassade iranienne à Paris. Mais à l'époque, on ne savait pas très bien s'il allait y avoir ou pas finalement des discussions sur les affaires nucléaires. Donc je ne voulais pas, comment dirais-je, m'insinuer dans les relations, dans ces sujets, et une démarche personnelle pouvait paraître compliquée. Mais une fois que la négociation nucléaire était engagée, j'ai dit à l'ambassadeur d'Iran à Paris, je suis disponible pour répondre à l'invitation de M. Velayati. Et j'ai répondu à M. Velayati directement. 3 semaines après, j'étais à Téhéran. Tout de suite, ils étaient intéressés. J'ai passé 2 jours très, très intéressants sur toutes sortes de sujets, y compris sur les questions nucléaires d'ailleurs, mais aussi, M. Velayati, lui, voulait me voir pour parler de la Syrie. Et sa conversation, c'était, Monsieur Tcharet, il faudrait que nous refassions en Syrie ce que nous avons fait il y a 15 ans à l'époque, je ne sais plus. Il faudrait que la France et l'Iran travaillent ensemble pour trouver une issue à la crise syrienne. J'ai fait un petit rapport à M. Fabius, je lui ai rendu compte dans le détail de ma visite. Il n'a tenu compte de rien, malheureusement. Il n'y a eu aucune suite. Mais je crois qu'on a eu tort, parce que je suis persuadé que les Syriens étaient vraiment, parlons des Syriens, les Iraniens étaient vraiment intéressés et étaient les meilleurs contacts. Alors voilà, je vous dis ça pour vous dire que finalement, les relations qu'on a dans la région, elles sont très exactement chaotiques. Elles vont comme ça, puis voilà, vous pouvez regarder les relations avec la Syrie d'aujourd'hui, enfin, la Syrie d'aujourd'hui, non, la Syrie d'Hafez el-Assad, après notre... Ça n'a pas donné tous les fruits attendus, voilà. C'est compliqué. Ils sont eux-mêmes très dépendants des Américains. Quand le processus de paix a recommencé avec les Syriens et les Israéliens en 1996 et surtout 1997, bon,
on n'était pas dans le coup. On n'était pas dans le coup. Les Américains n'en voulaient pas, mais les Syriens. Il y a un proverbe arabe qui dit « Je baise la main que je ne peux pas couper ». Les Arabes n'arrêtent pas de la baiser, la main des Américains. Voilà, donc ils savent bien où est la force, malgré tout. Malgré tout. Voilà. Bon, je sais pas si je réponds bien à votre question. D'autres questions, d'autres remarques? Moi, j'aimerais bien que vous nous parliez un tout petit peu de Jacques Chirac, qui est quand même très présent, évidemment, dans votre livre. Il avait une vision du Proche-Orient, elle venait d'où? Est-ce qu'elle était une vision de longue date, comme certains hommes politiques français, d'autres non? Est-ce que le compagnonnage avec Hariri joue un rôle important, comme plus tard d'ailleurs avec Bachar al-Assad, jeune président? La relation avec Hariri était absolument clé. Dans la première conversation que j'ai eue avec Jacques Chirac, président de la République, après que qu'il m'ait nommé ministre des Affaires étrangères, il m'a dit deux choses. Il m'a dit, écoute, le Liban est la porte d'entrée de la France au Moyen-Orient. Je ne sais pas si c'est vrai. Hein. Comment dirais-je? Moi, je suis pas, j'aurais pas forcément dit ça. Lui, c'était ce qu'il pensait. Voilà. Et sa relation avec Hariri a souvent été mise en cause, critiquée, remplie de sous-entendus, ou sous-entendus tout court d'ailleurs. Peu importe, mais c'est vrai qu'entre eux deux, il y avait eu quelque chose qui relevait de l'amitié vraie. Ils se connaissaient, ils avaient sûrement fait des coups ensemble, voilà, ils s'entendaient très bien, en fait. Hariri était un personnage quand même, hein, il avait de l'avantage, hein, il avait de la puissance personnelle. Je ne parle pas de sa puissance, il avait beaucoup d'argent, il était fort. Il était aussi très faible. On ne se rend pas compte de la dépendance des Libanais à l'égard du monde dans lequel ils vivent. Hariri avait une résidence à la capitale syrienne, à Damas, pardon, il y avait une résidence. Je vais le voir dans cette période un jour, dans une maison qui était toute la nuit éclairée par des projecteurs puissants, hein, probablement installés par la police syrienne. Et il vient m'accueillir, il me prend par la main, on monte à l'étage, on s'installe dans un grand salon, comme on dit dans ces pays-là, avec des sièges, enfin pas des sièges, des banquettes tout autour. On se met dans un coin, et il me prend comme ça, et il me dit, on parle bas parce qu'on est écouté. Voilà, hein, Hariri, il avait tous les moyens de se mettre à l'abri, sans doute, mais non, il était persuadé qu'il était écouté. Donc, chez son ami, Assad. Donc, cette dépendance était absolument incroyable. Mais Hariri était un type sympathique, il était comme ça. Moi, je n'avais pas une mauvaise impression de lui, j'ai plutôt une bonne impression. Et la vision de Chirac était liée à lui, quoi. Oui, c'était très important pour lui. Moyennant quoi, vous savez, Jacques Chirac, il avait cette force, c'est qu'ayant été Premier ministre, qu'ayant été 20 ans ou 25 ans maire de Paris, et adorant les voyages, il connaissait le monde entier. Il connaissait la planète entière, il connaissait la quasi-totalité des premiers ministres, des présidents, des chefs d'État, il les avait vus, revus, il aimait ça, il n'était jamais aussi heureux que quand il montait dans son petit avion, et qu'on partait comme ça. Bon, il adorait, il aimait ça. Hein. Et il l'avait fait quand il était maire de Paris, il l'avait fait quand il était au gouvernement, Premier ministre, etc. etc. Donc il connaissait tout le monde. Hein. Et la première visite que nous avons eue à l'Élysée, enfin qu'il a eue à l'Élysée, mais j'étais avec lui, 8 jours après son arrivée, c'était Moubarak, qui débarquait à Paris, et j'ai bien vu qu'il se connaissait très très bien, et Moubarak, il venait, c'est lui qui avait dit qu'il voulait venir, il voulait parler avec le président, et il voulait lui dire, il faut ménager Ben Ali. Il faut ménager Ben Ali, voilà le message. Bon.
Bon, voilà. Enfin bref, le président donc connaissait tout le monde au Moyen-Orient. Il avait été Premier ministre très attentif à tout ce qui se passait dans le Golfe aussi. Donc oui, c'est pas par hasard qu'il a relancé la politique arabe et méditerranéenne de la France. Il en a été l'artisan, c'était sa volonté politique, ça c'est quelque chose d'incontestable. Et d'ailleurs, depuis lors, on attend celui qui en reparlera. Merci. D'autres questions, d'autres remarques? Je voudrais dire un mot, si vous Je vous en voulez prie. bien, monsieur, pour dire, parce que je n'ai pas parlé de l'actualité de tout ça. L'actualité, c'est quand même, d'abord que, au fond, dans le monde arabe, nous avons des intérêts vitaux dans toutes ces zones-là, qui engagent directement la sécurité, la stabilité de notre pays. Et il faudrait être aveugle ou sourd pour ne pas s'en être rendu compte dans les événements qui se passent depuis 1995. Donc, depuis 2015. Donc, c'est vraiment des intérêts puissants qui nous concernent. Et dans ces pays, on attend volontiers la parole de la France, à la condition qu'elle s'impose. Et pour ça, en effet, il faut une grande détermination. Et en même temps, cette détermination n'est pas de se mêler des affaires des autres, de prendre des positions pour les uns contre les autres, c'est d'être des honest brokers, des courtiers, des gens qui sont arrangeants, qui sont intéressés, parce que nous partageons beaucoup des valeurs des populations qui sont là. Nous avons des sensibilités qui font qu'on les comprend, qu'on est à l'aise, en tout cas qu'un certain nombre, beaucoup de Français s'y sentent à l'aise. Les dirigeants français doivent consacrer beaucoup de temps et d'efforts dans cette région où nous avons beaucoup d'intérêt et où nous sommes attendus. Deuxièmement, la politique étrangère, ce n'est pas simplement le salam alek. Il faut se fixer des objectifs et les atteindre. Il faut se fixer des objectifs et les atteindre. Ça, c'est quand même clé. Alors, moi, je ne peux pas critiquer la politique, d'ailleurs, je n'ai pas du tout envie. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit, mais au fond, à quoi servent les diplomates? Ben, ils servent quand ils obtiennent des résultats. Mais ça, c'est le gouvernement, le président, voilà, c'est ceux qui ont le pouvoir politique. Donc la politique étrangère, c'est un monde qui n'est pas celui d'entretenir des bons rapports avec tout le monde, c'est celui d'avoir une action, des objectifs, de s'y tenir et de parvenir à leur fin. Troisièmement, Israël continue à être encore le centre de, comment dire, la première étape de toute solution pacifique au Proche-Orient. C'est évident, ça crève les yeux. C'est pas parce qu'on n'en parle plus que ça n'est pas la vérité. Ça n'est pas parce que les Israéliens aujourd'hui ont décidé, semble-t-il, de se prendre toute la Palestine pour eux, que ça change la question. La question israélo-palestinienne reste la mère des batailles dans la région. C'est absolument évident. Et donc, on ne peut pas rester en regardant ailleurs. Voilà, hein, en disant, ben non, faites ce que vous voulez. Cette politique-là n'est pas durable. Voilà. Dans votre livre, il y a 2-3 moments où vous êtes élogieux à l'égard du président de la République, oui. Emmanuel Macron. Vous pourriez en dire un peu plus? Bah, vous savez, non, je suis pas. Alors je vais vous dire, je suis pas gêné du tout, mais je ne voudrais pas polluer l'excellence de notre séance par des points de vue qui ne seraient pas forcément partagés dans la salle. Mais puisque vous m'interrogez, je vous le dis très franchement, moi voilà, je trouve que Macron, enfin, en tout cas j'ai pensé comme ça pendant très longtemps, était une chance pour notre pays. Il faut bien dire qu'il a prononcé dans le domaine de la politique internationale des discours mémorables et remarquables. Voilà. Alors évidemment, le dernier éditorial du Monde à ce sujet, c'est la politique étrangère française, des beaux discours.
Oui, alors ça c'est vrai. En même temps, c'est pas si simple parce que vous prenez les questions européennes, par exemple, quand il est arrivé, tout beau, tout nouveau, tout paraissait ouvert. Puis depuis lors, Madame Merkel s'est trouvée en situation que vous connaissez. En Italie, vous savez ce qui s'est passé aussi. Donc la situation, paysage politique européen est beaucoup moins favorable. Voilà. Ça n'empêche que la politique européenne qu'il a paru défendre, qu'il a défendue en tout cas dans ses discours, à la Sorbonne ou au Parlement allemand, sont des discours absolument formidables. Voilà. Pour moi, voilà. Mais je ne veux pas vous choquer. Mais D'autres questions? Oui. Attendez, si vous n'avez pas de micro. Oui, j'aurais souhaité une précision sur justement la place de l'Union européenne dans tout ce décours actuel, et également de l'Angleterre maintenant qui reprend sa liberté, on va dire. Quelle place a-t-elle sur le monde arabe, l'Union européenne? Pardon? Vous parlez de l'Union européenne là? L'Union européenne et aussi l'Angleterre. Ouais. Pour tout vous dire, la Grande-Bretagne, je ne sais pas. Finalement, je ne les ai jamais rencontrés. Voilà, tout ce que je peux dire. Je ne les ai jamais rencontrés en ce qui concerne le Proche-Orient, le Moyen-Orient, etc. Je n'ai jamais eu de circonstance où il fallait que j'aille parler avec les Britanniques sur le sujet. L'Union européenne, dans l'exercice que nous avons fait, hein, l'Union européenne n'a joué aucun rôle. Nous l'avons informé. D'abord, Chirac, c'était pas l'homme à s'embarrasser de ce genre de truc. Bon, mais en plus, si on avait attendu qu'il y ait un accord, un consensus je ne sais plus combien à l'époque, on devait être 15, hein, bon, la guerre aurait été finie, quoi. Donc, c'était pas possible. Et du coup, ça a provoqué un petit peu d'agacement. Vous voyez bien, ça a agacé les Anglais, les Allemands, les Néerlandais. Voilà, même Madame Agnelli, un jour sur deux. Enfin bref, c'était compliqué. Là. Non, ça comptait pas beaucoup pour dire la vérité. Mais en même temps, moi je pense, je vais vous dire, je suis très européen, je suis très convaincu de la nécessité de l'Europe. Mais je crois aussi que, comment dirais-je, la politique étrangère, pour l'instant, n'est pas le fort de l'Union européenne. Et nous-mêmes, si nous avons une politique étrangère volontariste, on ne doit pas non plus, comment dirais-je, trop s'embarrasser. Il faut avoir nos convictions. On va mettre de l'eau dans l'eau de vin sous prétexte que les gens n'aiment pas le vin. Il faut. Mais je pense qu'on peut aujourd'hui, dans des temps où on est en train de construire l'Europe, hein, il y a, dans ce temps-là, on n'est pas arrivé au bout du chemin. Il n'arrivera peut-être jamais au bout du chemin. L'indépendance de la politique française en matière de politique étrangère doit être préservée. Il faut en faire un usage prudent, il faut être capable de partager avec nos partenaires des sujets, mais il faut aussi exprimer la personnalité, l'originalité et la force de notre démarche. C'est ce qui assure notre autorité dans l'Union européenne et au fond, on l'entraîne comme ça. Merci. Madame? Oui, j'ai une question sur le nom de l'opération, Les raisins de la colère. C'est un roman américain. Est-ce que c'était un clin d'œil finalement aux Américains dans cette opération diplomatique un petit peu cynique, un petit peu osée, ou rien à voir? Je n'ai pas compris la question. Raisins de la colère, ça a à voir avec le livre. Ah, alors je vais vous dire. Alors, j'avais pas compris votre question. Excusez-moi. C'est le nom de code de l'opération militaire israélienne, Les raisins de la colère. Ah ben, c'est pas par hasard, oui, non, ça j'ai compris, madame, vous remerciez de me le rappeler, un roman de Steinbeck, ça c'était clair, mais il faut demander aux Israéliens, j'en sais rien, pourquoi ils l'ont appelé Les raisins de la colère, sûrement parce qu'ils avaient quelque chose à dire à ce sujet, mais vous voyez bien, ils étaient très mécontents du comportement du Hezbollah, donc c'est le fruit de la colère israélienne contre le Hezbollah. Voilà, bon, peut-être que c'est ça l'explication.
Oui, monsieur. Et puis Je ensuite, voulais monsieur. simplement dire, par rapport à ce que vous avez dit du discours du président de la République, je partage largement votre appréciation sur la qualité de ces discours, mais il faut tout de même bien dire que le discours du Veldiv à l'été 2017, assimilant l'antisionisme à l'antisémitisme, était tout simplement consternant, atterrant. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Sur ce point, c'est une grave erreur. Oui, monsieur Oui. le ministre, je voulais savoir là, il va y avoir des nouvelles élections en Israël. Bon, il y a l'air d'avoir émergé un nouveau dirigeant du centre-gauche israélien. Je pense, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces élections? J'en sais pas plus que vous. Non, je ne sais pas, parce que, vous savez, le système israélien est quand même très, comment dire, très compliqué. Parce que un parlement peu nombreux, qui dépend qui est élu à la proportionnelle, et donc il faut faire des coalitions dans lesquelles, jusqu'à présent, les religieux ont toujours réussi à tenir les clés de la caisse, enfin les clés. Bon, voilà, c'est comme ça que Mitterrand se flattait que c'était lui qui avait convaincu les Israéliens qu'il fallait que le chef de l'État soit élu au suffrage universel. Mais il ne les avait pas. Excusez-moi, monsieur le ministre, c'est le Premier ministre. Oui, d'accord, c'est pas le président, non, le chef de l'État, le dirigeant, le principal dirigeant. En l'occurrence, chez eux, c'est le Premier ministre. Ils avaient convaincu. Il aurait dû les convaincre qu'il fallait aussi, pour qu'on puisse gouverner un pays, avoir un scrutin qui fonctionne. Un proportionnel, c'est un scrutin qui est très bien pour représenter, mais ce qui est très mal pour gouverner. Voilà. Donc ils ont un mode, ils ont à la fois un président, en effet, un Premier ministre, pardon, qui est élu au suffrage universel, ce qui est un progrès pour eux, mais en même temps, ils ont des assemblées qui font qu'ils sont obligés de faire des coalitions toujours très compliquées. C'est un frein à la prise de décision politique. Si vous connaissez quelqu'un qui s'y retrouve, si vous connaissez quelqu'un qui s'y retrouve, dites-le nous, hein, parce que le parti Foyer Juif a éclaté en deux, le parti travailliste a éclaté en deux, la liste unie arabe a éclaté en deux. On est dans un paysage complètement incompréhensible, pour nous en tout cas, vu de loin. Hein. Là, je me référais justement à un article du Monde, justement, je sais pas si c'est le Monde quotidien, justement sur ces futures élections, et où il parlait, mais j'ai plus le nom en tête, du candidat certainement travailliste israélien, quoi. Ah non, pas travailliste. C'est un ancien chef d'état-major. Ça vient compliquer encore le jeu. Tout ça est incompréhensible, honnêtement, pour l'instant. Une dernière question, s'il y en a, ou une dernière remarque? Non? Nous libérons Hervé de Charette. Merci infiniment. Et j'invite chacun à lire son livre qui est vraiment tout à fait passionnant.